Bonjour à tous, aujourd'hui on se voit pour regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment au niveau de l'économie, des transferts mondiaux, etc., etc., et essayer de comprendre et peut-être si on y arrive d'anticiper un petit peu, ou au moins déjà de comprendre le contexte pour pouvoir correctement se positionner si jamais on arrivait à deviner ou à comprendre vers quelles sont les tendances et ce vers quoi le marché pourrait aller. Alors en ce moment, c'est pas très joli. Alors on a eu ça au niveau de l'Europe, on a eu ça au niveau des États-Unis aussi. Il y a eu des retraits massifs des banques. On a eu plus de 70 milliards de retraits. Alors 70 milliards, c'est pas le petit épargnant, c'est pas voilà, c'est plutôt des gens qui ont pas mal d'argent, donc qui déplacent beaucoup de capitaux. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça va. Donc du coup, j'ai pas affiché ces articles-là parce que si c'est juste pour dire qu'il y a des retraits des banques, mais qu'on sait pas où ça va, ça nous dit juste que les gens retirent leur argent, mais pourquoi faire, on ne sait pas. On a celui-ci qui est un petit peu plus complet, mais qui est une version différente, donc la retrait massif des capitaux de Suisse vers le Moyen-Orient. Et donc ils expliquent ici qu'on a eu donc 100 milliards de dollars de richesses déposées aux Émirats arabes l'année dernière, mais c'était parce que c'était un exode important des actifs russes. Donc on avait eu d'abord un gros apport, et ensuite du coup c'est retiré. Forcément du coup ça booste un peu les choses. Mais on voit bien que du coup c'est quelque chose qui, quand même, qui sort des banques, alors là c'est les banques suisses, mais on voit que les Émirats arabes sont devenus un nouveau refuge. Donc est-ce que c'est uniquement pour les Russes et donc est-ce que ce qui était du coup en Europe ou aux États-Unis c'était aussi des avoirs russes et que du coup c'est reparti de l'autre côté? Ou est-ce qu'il y a aussi des Américains, des Français, des Espagnols, etc. Bref, un peu de tout le monde entier de tout l'Occident et des États-Unis qui part du coup vers les Émirats arabes parce que c'est un nouveau refuge. Bah, on ne sait pas, on sait juste que l'argent part des banques, il sort des banques de l'Union Européenne, il sort des banques des États-Unis, on ne sait pas où il va, et on sait par contre pour celui-ci, pour la Suisse, que où il va dans les Émirats arabes, et c'était potentiellement, en grande quantité en tout cas, pour 100 milliards de l'argent russe. Donc on voit bien que on a un nouveau refuge. De toute manière, c'est un peu ce qu'on entend depuis quelques mois maintenant, qu'il y a une nouvelle croissance de l'autre côté du globe, que nous, le vieux pays, enfin le vieux continent, on commence à être, enfin ça fait quelques années qu'on est dans une croissance molle, mais que là on n'y arrive plus, et que du coup, comme l'inflation augmente, et ben du coup les taux d'intérêt, les taux directeurs augmentent, et que du coup ça va vraiment mettre un coup sur la croissance qui était déjà pas délirante, et que du coup, ça serait un peu la grande période pour tout ce qui est le Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis, etc. Alors on va passer à la suite. Ici, on a du coup, par conséquent, comme il y a pas mal de retraits des capitaux, on a l'agence donc Moody's et S&P, donc c'est quand même des agences réputées, qui dégradent les notations de plusieurs banques. Et oui, et du coup, le problème, c'est que comme on avait du coup des banques qui avaient du coup, alors certaines avaient des actifs solides, enfin des bilans solides et d'autres un peu moins, mais dans tous les cas, quand on retire 70 milliards, et encore c'est que le début, et puis il y a peut-être d'autres trucs qui étaient retirés en début d'année, forcément, du coup, on a des révisions à la baisse parce que le bilan, il est de moins en moins bon. Donc on a une liste ici, alors je vous laisserai consulter tout le, tout l'article. Je vais vous remettre juste le titre ici, comme ça vous pourrez le taper. Washington Wall Street Watch, et vous avez le numéro ici. Donc vous descendez un petit peu, et vous aurez du coup la dégradation et quelles banques sont concernées. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui est très rassurant. Pourquoi on a ça? Parce que forcément, du coup, si on pense que certaines banques vont avoir beaucoup de mal dans les mois à venir, parce que avec les taux d'intérêt qui augmentent, on va avoir des faillites en cascade. Les banques elles-mêmes vont peut-être avoir du mal, puisque si du coup l'argent coûte plus cher, elles qui investissaient sur les marchés ou qui plaçaient leur argent, qu'on leur donnait à des taux favorables de la part des banques centrales, forcément c'est une fragilité supplémentaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire que tout le système va s'effondrer, ça ne veut pas dire tout ça, mais où on a peur d'une fragilité de une ou plusieurs banques et du coup on retire son argent et on va le placer ailleurs, ou tout simplement, comme les taux directeurs augmentent fortement, on le retire de sa banque plutôt que l'argent ne fasse rien dans ses comptes et on va le placer par exemple sur des obligations, par exemple des obligations d'État. Donc on passe à la suite et on voit qu'on a également Michael Burry qui dévoile un short, alors un big short, ils ont repris un peu le truc du film, de 1,6 milliard de dollars sur le S&P et le Nasdaq. Alors on va voir dans quelques instants quel est le lien entre ces deux affaires, entre des banques, des retraits massifs, et potentiellement Michael Burry et d'autres qui se mettent à shorter le Nasdaq et le S&P. Donc là, ils font la couverture, etc. Et ils expliquent que du coup, il a pris deux positions, deux énormes positions, une de 739 et une de 886 contre le QQQ, donc c'est le Nasdaq, et ici le S&P. Donc voilà, on voit ici les positions. Et donc du coup, alors on explique ici l'historique des mouvements prédictifs. Bref, c'est parce que en fait, Michael Burry est un de ceux qui a vu le crack de 2008 arriver. Parce que si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, c'est vraiment pas mal.
il avait vu que du coup les cotations étaient vraiment mauvaises et qu'elles n'étaient pas tip top. On avait fourgué un peu de daube dans des paniers qu'on avait bien enrobés, et du coup bah, le système financier et la bourse étaient surévalués comparé à la santé économique. Du coup, il avait prédit que ça ne durerait pas longtemps, et il avait shorté le marché, donc contre le marché, pour justement se faire de l'argent quand il y a un crack. Attention quand même, ça ne veut pas dire que parce que là il le refait aujourd'hui, je n'ai pas la date, le 15 août, c'est pas parce qu'il le fait le 15 août que le 20 septembre, le 20 octobre, ça va tomber 1 ou 2 mois après. Il faut savoir qu'en 2008, ça a pris presque 2 ans pour que ce qu'il avait prédit au début et au premier moment où il l'a annoncé, jusqu'à ce qu'on ait le vrai crack. Donc ça peut encore durer, et ça peut être aussi le fait qu'il se trompe. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, parce qu'il faut savoir que Michael Burry est extrêmement connu pour ce grand short là, mais qu'il en a fait plusieurs autres et qu'ils ont échoué, des fois avec pas mal de millions de pertes. Et il faut savoir aussi que Michael Burry, son atout phare, sa performance, c'est pas du tout sur les shorts. Alors il fait des grosses performances quand le marché se crache, lui il engrange des gains, donc ce qui booste son portefeuille, mais c'est pas du tout ça. À la base, c'est un value investor. Dès qu'il voit qu'une entreprise est sous-évaluée, il achète, et il attend qu'elle revienne au prix de cotation de ce qu'il estime être sa juste valeur, et ensuite, ou il regarde à nouveau les bilans, voir si la valeur a augmenté, ou il s'en sépare. On a aussi là, du coup, bon, le célèbre Big Short. On voit aussi que ça fait beaucoup parler de lui, puisque forcément, bah, du coup, c'est quand même un grand investisseur. On revoit ici les mêmes données. On voit aussi que, du coup, ici, il avait parié contre le marché de l'immobilier américain, donc pour la crise financière de 2008. Et que, du coup, bah voilà, on ne sait pas du coup si c'est gagnant ou pas, parce que bah, du coup les résultats, là on voit sur les options, ne sont pas clairs, étant donné que les documents réglementaires n'exigent pas de divulgation de prix. Il n'empêche que le S&P a quand même progressé d'environ 17% depuis le début de l'année, et le Nasdaq 100 de 39%. Donc il peut très bien se tromper. Après, il peut très bien se tromper à court terme, et avoir raison à moyen terme, ou se tromper dans les deux cas. Alors, on va voir ici, je vous explique pourquoi quand même, il faut quand même le prendre un petit peu au sérieux. C'est quand même quelqu'un qui a généré 50% en 2023, et vous irez voir les autres performances durant les autres années, il est vraiment pas mauvais. Donc ici, c'est juste un petit slide pour expliquer que voilà, depuis le début de l'année, il a quand même un taux annuel, enfin, on voit ici, le suivi de portefeuille de Burry par le biais du pilote automatique, bref, a donné un rendement annuel moyen de 50%. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Attention, encore une fois, c'est pas parce qu'il a fait 50% qu'il le fait chaque année, ça veut pas dire non plus que c'est le meilleur investisseur du monde, ça veut juste dire qu'il faut le prendre au sérieux quand il dit quelque chose ou fait quelque chose. Est-ce que ça veut dire que tout va tomber? Non, pas forcément, mais peut-être avoir un peu de prudence et se demander si il vaudrait pas mieux revoir ses positions et voir si tout est bien sécurisé, si on pense que tout est ok, et anticiper, prévoir plusieurs scénarios pour voir ce qu'il pourrait se passer, ou comment on réagirait surtout si tel ou tel scénario se passe. Je vous mets ici un article qui a eu un petit moment, c'était en avril, en 25 avril 2023, pour dire que la First Republic Bank plonge 49% Wall Street après un retrait massif des dépôts. Forcément, une banque, elle a l'argent, forcément elle a de l'argent des déposants, et elle joue avec un petit peu. Si forcément il y a un retrait de masse, elle n'est pas prête, elle doit déboucler des positions, et souvent ça se finit très mal. On a eu quelques mauvaises histoires en début d'année, on a eu 2-3 banques qui ont eu un peu de mal. Et du coup, on avait aussi, là aussi, des clients qui avaient retiré plus de 100 milliards. Pareil, c'est pas parce que c'est arrivé à cette banque-là que forcément toutes les banques vont plonger. Il faut étudier le bilan. Peut-être que celle-ci n'avait pas une super bonne santé financière. Peut-être que les autres banques sont bien mieux, mais il n'empêche que, voilà, on voit qu'on peut avoir 50% de chute, parce que forcément, s'il y a des déposants qui retirent leurs fonds, on peut avoir un gros problème au niveau de l'action qui subit une énorme chute. Alors pourquoi il y a un lien entre les retraits des banques et Michael Burry? Il faut savoir que déjà quand les gens retirent leur argent, les banques se fragilisent, elles donnent beaucoup moins d'argent. Alors certaines coulent, ce qui peut déstabiliser beaucoup les marchés de la finance, et du coup la bourse par conséquent. Donc déjà là, on peut avoir un risque, mais en plus, quand les banques ont moins d'argent, elles prêtent moins facilement, les conditions sont resserrées, l'économie ralentit, etc., etc. Et du coup, la bourse peut aussi plonger, puisque forcément, si aujourd'hui on a des valorisations extrêmes, mais que les banques prêtent moins, ou qu'elles prêtent avec des taux plus chers, il faut bien comprendre qu'une entreprise qui ferait du 10, 15, 20% de croissance par an, si elle se retrouve à 4, 5, 7% de croissance par an, c'est complètement différent, et le marché va le revaloriser complètement différemment. C'est ce qu'on appelle les PER. Souvent, une entreprise dans laquelle on n'a pas confiance, ou qui a une très faible croissance, a un PER faible. Donc si vous avez une entreprise qui passe à un PER de 30 à 15,
bah, techniquement, ça veut dire que la valorisation est divisée par 2. Si à bénéfice constant, etc. Ça veut dire qu'on peut avoir une chute de 50% du cours. Et pourtant, la santé de la société n'a toujours pas changé, elle a toujours les mêmes bilans, elle va toujours bien, mais on la valorise moins cher tout simplement parce que l'économie est plus difficile, que les banques prêtent moins, que même l'économie en elle-même est plus dure, que l'espérance de gain dans un monde économique pareil est beaucoup moins bon. Et du coup, c'est directement lié avec les taux directeurs. On le sait depuis le début, l'inflation monte depuis quelques années maintenant, et la banque centrale, les banques centrales, la Fed et la BCE particulièrement, essayent de contenir cette inflation en augmentant les taux d'intérêt. Et donc on a les taux d'intérêt directeurs qui, on le voit bien, depuis là 2 ans, un peu moins, parce qu'on était début d'année 2022, on voit bien qu'on commence à augmenter et qu'aujourd'hui, on est à 5,50. 5% et quelques, ça veut dire que du coup, quand une banque prête, elle prend aussi sa marge de sécurité personnelle, etc. etc. Ça veut dire qu'on arrive facilement à des prêts de 6, 7, 8%. Et bien, emprunter à 8% pour réussir à dégager des revenus, ça veut dire que vous devez au moins faire 10% de croissance, et encore, c'est le grand minimum, pour réussir à sortir la tête de l'eau. Et donc, toutes les entreprises qui faisaient du 6, 7, 8, 9%, déjà, elles peuvent aller au tapis. C'est pas sûr, mais elles peuvent y être. Donc ça, c'est les taux actuels. Et là, on a les anticipations de taux. Donc ici, 5,50, 98% du marché estime que du coup, on ne va pas passer, on ne va pas encore monter d'un cran, on va peut-être juste stabiliser. Et seulement 2% pensent qu'on va monter d'un cran. Donc, qui a tort, qui a raison? Bon, là, on pourrait dire que c'est le consensus parle, mais c'est déjà arrivé aussi plusieurs fois que durant cette année, les gens disent non, non, c'est bon, on ne va pas encore monter. Et finalement, grosse surprise, la Fed augmentait parce que l'inflation n'était pas résorbée. Donc, attention, plus les taux montent, plus ça peut être problématique et plus ça peut gripper l'économie. Je montre ici l'historique des taux. L'historique des taux qui a eu lieu, et on voit bien que dans les années 2000, les taux sont montés. Donc là, on n'a pas exactement l'échelle, mais on voit bien qu'on est passé de un peu 2,5% à presque 5, les 4,75. Que la même chose ici à la Fed, on était passé de 5 à 6,5. Et souvenez-vous, dans les années 2000, alors surtout 2001, on a eu un crack. On a eu un crack et forcément on a eu une bulle internet qui a éclaté. Et on voit bien ici que du coup, la Fed et la BCE ont rebaissé les taux pour essayer de soutenir l'économie pendant quelques années. Ensuite, elles ont remonté. Alors pourquoi? Il faudra aller voir pourquoi. Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'elles pouvaient se permettre? Mais on voit bien que les taux sont montés et que du coup, ça a grippé l'économie puisqu'en 2008, il y a eu des problèmes, il y a eu des banques qui ont sauté. Et on a eu une cascade de faillites qui fait qu'on a eu aussi un marché boursier qui a suivi. Et on voit bien ici la pente extrême qui a lieu depuis 1 an et demi maintenant, où la Banque Centrale Européenne et la Fed montent leurs taux, on va dire à pleine puissance. On voit bien quand même que la pente est phénoménale comparée à avant, elle est presque comparable à celle-ci, et on voit bien que ça monte très fort. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un crack comme l'autre fois? Non, pas forcément, mais méfiance quand même, parce que les 2 fois où on a eu un taux comme ça, eh bien, on a eu des problèmes. Alors, on peut revoir ici et avoir le contre-exemple qui dit que on voit bien que les taux sont remontés et que il n'y a rien eu. Alors, attention, ici, on arrive en 2020, il y a eu le crack à cause de la pandémie du Covid. Donc, on pourrait juste dire que peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire puisque là, on a eu une pandémie qui a fait que on n'aura jamais le scénario parce que là, c'est le signe noir, c'est le scénario catastrophe, mais qui n'a aucun lien économique avec les taux. Donc, on ne saura jamais si là, ça aurait été le contre-exemple ou pas. Il n'empêche que on a quand même ici des taux qui montent très très fort et on voit bien que les fois où il y a eu des taux qui sont montés fort, c'était pas super génial. On voit aujourd'hui, alors je vais vous montrer aussi, là, on a des taux aujourd'hui aux alentours de 5% et ici 4,5. Allez, on va dire 5 et quelques et 4,5. Si on prend 4,5 et 5, on va dire aux alentours de 5 juste pour être rapide, on voit qu'aujourd'hui, le S&P, donc là, on est le 15, donc vous voyez, le 15 septembre, on voit qu'on a le S&P, donc le PER du S&P, il est à 25,41. Ce qui veut dire que du coup, en théorie, ce que veut dire le PER, c'est que aujourd'hui, avec les bénéfices connus actuels, il vous faudrait 25 ans ou 25 exercices fiscaux pour retrouver votre mise. En gros, ça veut dire que si vous aviez ici une entreprise, une action que vous avez achetée 100 euros et qu'elle vous délivre 4 euros de bénéfices par an, et du coup, on comprend bien que à coût de 4 euros, plus 4 euros l'année après, ça fait 8, plus 4, ça fait 12, il vous faudra 25 fois ces bénéfices-là pour arriver à 100 et c'est le moment où vous aurez récupéré votre mise. Donc c'est ça, le PER, c'est exactement ça. Mais si on le prend dans l'autre sens, qu'on fait 1 sur 25, on arrive au rendement. Et le rendement, ça fait 4%.
Et on comprend bien qu'on retombe bien sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Si on achète une action à 100 et qu'elle nous fait un bénéfice de 4, donc 4%, il faudra 25 ans pour récupérer 100%. Tout ça, c'est lié. Donc, si ça veut dire qu'on a un rendement de 4%. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on achète les entreprises du S&P, alors pas toutes, il y en a au-dessus et en dessous, mais si on prend globalement le marché, ce qui représente un peu le marché US, on a 4% de rendement. Entre 4% de rendement et du coup des taux ici, alors si je les mets ici, des taux actuels à 5,50, allez même à 5, on comprend bien que du coup, entre prendre des entreprises en bourse qui sont potentiellement risquées, qui peuvent faire faillite, etc., ou des obligations du gouvernement américain, qui techniquement un État ne peut pas faire faillite et pourra imprimer de l'argent autant qu'il veut pour réussir à tenir, on voit bien que du coup on est quasiment sur les mêmes taux, ça donne un peu plus de rendement quand on est sur des obligations, et du coup on a le risque en moins. Donc ça peut expliquer pourquoi la bourse, il y a beaucoup de gens qui sortent leur argent des banques, c'est peut-être pour le mettre dans des obligations d'État plutôt que de les laisser traîner sur des comptes inertes. Ça peut aussi être le fait qu'ils ont peur que l'économie craque une nouvelle fois et qu'on ait des banques qui fassent faillite, comme on a eu en 2008 ou comme on a de quelques-unes depuis le début de l'année. Et on a aussi des gens comme Michael Burry qui shortent le marché tout simplement parce que il estime que lui, c'est surévalué et qu'avec un rendement de 4% avec les risques associés, il y a beaucoup de gens qui sortiront de la bourse ou qui auront des problèmes, des mauvaises surprises, et il anticipe, lui, un éventuel crack. Donc voilà, je vous ai mis ici les taux directeurs dans le monde, parce qu'on voit bien que le monde entier commence à remonter un petit peu, et c'est pour faire écho à l'article qu'on a vu tout à l'heure qui disait que on a des capitaux qui quittent la Suisse pour aller aux Émirats Arabes Unis, enfin au Moyen-Orient, pardon. Donc on a les Émirats Arabes Unis, on en a d'autres, et donc on voit bien que on a aussi des taux directeurs à 5,4. Donc en fait, les gens qui sortent leur argent ne perdent pas spécialement d'argent à être ou en Suisse ou aux États-Unis ou aux Émirats Arabes Unis, mais peut-être que par contre, alors dans le cas des Russes, c'est sûrement parce qu'ils veulent pouvoir récupérer leur argent, parce qu'il y a des nouvelles alliances qui se font, des nouvelles alliances géopolitiques, mais du coup, eux, ils estiment que du coup, c'est moins dangereux d'être là-bas pour récupérer leur argent et à taux équivalent. Est-ce que ça veut dire que c'est toute la raison pour sortir l'argent? Non, mais on voit bien que du coup, c'est une des raisons pour lesquelles il y a de l'argent qui sort. Et l'autre, c'est ce qu'on a vu, c'est potentiellement ça, avec la bourse et avec les taux directeurs qui montent. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un crack? Non. Est-ce que ça veut dire que vous devez sortir l'argent des banques? Non. Ça veut juste dire que, attention, on arrive dans un moment où des banques commencent à faiblir. Donc, étudiez bien les actions que vous achetez, les actions des banques. Faites attention aussi à vos comptes. Peut-être, du coup, restez investi dans des banques, mais posez vos comptes dans 2 ou 3 banques différentes. Ça veut aussi dire que vous devez revérifier vos positions en bourse, puisque si jamais il y a un crack, il faut que vous soyez sûr de vos entreprises et de vos positions, il faut que vous soyez serein, que vous puissiez bien dormir la nuit, et que du coup, si jamais ça baisse, vous puissiez vous sentir en état de renforcer vos positions, et non pas de subir la peur, la panique, comme beaucoup auront. Comme d'habitude, faites des scénarios, prévoyez le pire, prévoyez le meilleur, prévoyez 1 ou 2 scénarios intermédiaires, et écrivez ou pensez-y fortement et faites vos conclusions, mais sinon je vous conseille d'écrire, écrivez les différentes réactions que vous aurez et ce que vous ferez dans tel ou tel scénario. Parce que là, on est quand même à un moment charnière, ça ne veut pas dire que ça va couler, ça ne veut pas dire que ça va cracher, mais on est quand même dans un moment où la question se pose sérieusement, parce qu'on arrive à un moment où l'économie ralentit, l'économie est grippée, les taux montent encore, et il faut savoir que les taux mettent entre 10 et 18 mois à affecter l'économie, et les dernières hausses de taux, elles ont eu lieu là en mai, juin et juillet, donc forcément ça ne sera pas avant début d'année prochaine où ça va vraiment se ressentir. Donc attention, on va peut-être encore serrer la vis dans les mois à venir, et il y a peut-être encore quelques banques ou quelques entreprises qui vont avoir du mal et qui vont déposer le bilan. Donc soyez prêts au cas où, gardez quand même votre argent, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin du monde, mais revoyez vos positions, allégez peut-être les portefeuilles, préparez-vous au cas où, et si jamais tout passe bien, vous aurez juste anticipé, vous aurez juste prévu au cas où, et vous dormirez bien la nuit, parce que même si le marché ne s'effondre pas, que les banques ne coulent pas, c'est pas grave, vous aurez anticipé, et c'est toujours ça, comme ça qu'il faut faire dans la vie, parce que si vous anticipez 1, 2, 3, 4, 5, 10 cracks, il y a une fois où ça arrivera, et vous serez prêt, et c'est là qu'on peut faire de belles performances. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé, vous avoir fait un peu de réflexion et vous avoir donné surtout envie de creuser, parce qu'on ne peut pas faire le tour d'une macroéconomie et de l'incidence des taux directeurs comme ça en une petite vidéo, mais j'espère que ça vous a brossé un petit peu un portrait, une situation, et que vous aurez envie de creuser, et que vous irez voir un petit peu tout ce que ça peut impacter, et surtout vous préparez vos portefeuilles en conséquence. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!